Imaginez un prédateur si puissant que ses mâchoires pouvaient broyer l'acier. Un chasseur qui patrouillait les océans bien avant que les requins ne deviennent des requins. Une créature blindée comme un char de combat, rapide comme un torpedo, et dotée d'une morsure que rien, absolument rien dans son époque ne pouvait égaler. Ce n'est pas le mégalodon, ce n'est pas le tyrannosaure, c'est quelque chose de bien plus ancien, de bien plus étrange, et d'une certaine façon, de bien plus terrifiant. 380 millions d'années avant aujourd'hui, les océans de notre planète ressemblaient à un monde extraterrestre. Pas de dauphins, pas de baleines, pas de requins tels que nous les connaissons. Mais il y avait quelque chose d'autre, quelque chose qui dominait ces eaux primordiales avec une efficacité absolue, froide, mécanique. Son nom scientifique est Dunkleosteus terrelli. Et si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est peut-être parce que Hollywood n'a pas encore osé le mettre à l'écran. Parce que la réalité de cette créature dépasse n'importe quelle fiction. Voici ce que la science nous dit. Ses mâchoires se refermaient avec une force estimée à 5000 newtons, soit l'équivalent de la pression exercée par une voiture entière sur une surface de la taille d'un pouce. Ces plaques osseuses, qui recouvraient sa tête et son avant-corps comme une armure médiévale, pouvaient atteindre 5 cm d'épaisseur. Sa gueule s'ouvrait et se refermait en une fraction de seconde, selon des modélisations biomécaniques réalisées par des chercheurs de l'Université de Chicago. Ce mouvement prenait moins de 50 millisecondes, plus rapide que le clignement d'un œil humain. Et sa taille? Selon les estimations actuelles les plus rigoureuses, Dunkleosteus terrelli pouvait atteindre 8 à 9 mètres de longueur, soit à peu près la taille d'un grand blanc adulte. Mais contrairement au grand blanc, dont le corps est fait de cartilage souple, de muscles et de vitesse, Dunkleosteus était une forteresse vivante, une forteresse qui se déplaçait. Mais voilà ce qui est vraiment troublant. Ce monstre blindé n'avait pas de dents, pas une seule. Ce que vous voyez dans sa gueule, ses lames tranchantes, ses crocs acérés comme des ciseaux de chirurgien, ce sont ses os. Ses mâchoires elles-mêmes s'étaient transformées en lames d'acier biologique, capables de sectionner n'importe quelle proie en 2 morceaux nets. Alors voici la question qui hante les paléontologues depuis des décennies. Si Dunkleosteus était aussi parfait, aussi puissant, aussi redoutable, pourquoi a-t-il disparu? Et ce que la science a découvert en répondant à cette question va changer votre façon de voir l'évolution, la prédation et la fragilité même des empires vivants. Restez là, nous allons plonger ensemble dans l'un des océans les plus dangereux que la Terre ait jamais connu. Pour comprendre Dunkleosteus, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel il vivait. Et ce monde, croyez-moi, n'avait presque rien en commun avec la planète que vous connaissez. Nous sommes au Dévonien, une période géologique qui s'étend de 419 à 359 millions d'années avant notre ère. Les géologues l'appellent parfois l'âge des poissons, et ce surnom n'est pas une métaphore. C'est une description littérale de ce que dominait la vie sur Terre à cette époque. Imaginez notre planète vue depuis l'espace. Les continents ne ressemblent à rien de ce que vous connaissez. L'Europe et l'Amérique du Nord sont soudées en un seul bloc massif qu'on appelle l'Euramérica. L'Afrique et l'Amérique du Sud forment une autre masse terrestre distincte. L'Antarctique se trouve près de l'équateur. Les pôles sont libres de glace. Et une grande partie de ce qui est aujourd'hui la terre ferme, les plaines du Canada, les plateaux du Maroc, les collines de Belgique, est recouverte d'une mer chaude, peu profonde, agitée par des courants que personne n'a jamais navigués. Cette mer porte un nom dans la littérature scientifique. On l'appelle la mer de l'Eurussie. Et c'est là, dans ces eaux tièdes et riches en nutriments, que notre histoire commence. La température moyenne des océans dévoniens était significativement plus élevée qu'aujourd'hui. Certaines estimations paléoclimatiques, basées sur l'analyse isotopique de roches sédimentaires, suggèrent des températures de surface entre 25 et 30 degrés Celsius dans les zones tropicales. L'atmosphère contenait davantage de dioxyde de carbone. L'effet de serre naturel était intense, et cette chaleur nourrissait une explosion de vie marine d'une diversité stupéfiante. Mais ici, il faut marquer une pause, parce que quand on parle du Dévonien, on commet souvent une erreur de perspective. On imagine que les océans de cette époque étaient simplement une version ancienne de nos océans actuels, les mêmes types de créatures, en plus primitifs, en plus petits. C'est faux, profondément faux.
Les océans dévoniens étaient peuplés de créatures qui n'ont aucun équivalent moderne. Des poissons sans mâchoires, appelés agnates, qui filtraient les sédiments du fond marin avec des bouches circulaires semblables à des ventouses. Des arthropodes géants, les euryptérides, parfois surnommés scorpions de mer, qui pouvaient atteindre 2,5 mètres de longueur et chassaient activement dans les eaux peu profondes. Des poissons à nageoires charnues, les sarcoptérygiens, qui posaient les premières bases biologiques de ce qui deviendrait, des millions d'années plus tard, tous les vertébrés terrestres, y compris vous. Et au-dessus de tout cela, en termes de puissance, de taille et de domination absolue, il y avait les placodermes. Ce mot vient du grec. Plakos signifie plaque. Derma signifie peau. Les placodermes étaient littéralement des poissons à peau de plaque. Un groupe de vertébrés blindés qui ont dominé les océans pendant près de 60 millions d'années. Pour mettre ce chiffre en perspective, les dinosaures non-aviens ont dominé la Terre pendant environ 165 millions d'années. Les placodermes ont régné pendant plus d'un tiers de cette durée. Ce n'était pas un accident évolutif, c'était un empire. Et Dunkleosteus était l'empereur de cet empire. Parmi les plus de 180 espèces de placodermes connues à ce jour, Dunkleosteus terrelli était le super-prédateur absolu. Le sommet incontesté de la chaîne alimentaire dans les eaux chaudes de la mer de l'Eurussie. Mais pour saisir ce que cela signifie vraiment, il faut comprendre ce que les autres créatures de son monde représentaient. Il y avait des requins primitifs. Oui, les requins existaient déjà au Dévonien. Mais ce n'étaient pas les machines de prédation élégantes que nous connaissons aujourd'hui. Le Cladocélache, l'un des requins dévoniens les mieux documentés, mesurait environ 1,50 m. Il était agile, rapide, probablement efficace pour chasser de petites proies. Mais face à Dunkleosteus, il était une crevette. Il y avait des céphalopodes, les ancêtres des pieuvres et des nautiles modernes, qui pouvaient atteindre des tailles impressionnantes et chassaient activement dans la colonne d'eau. Il y avait des poissons blindés de taille moyenne, d'autres placodermes, des proies potentielles de toute forme et de toute taille. Et dans cet océan abondant, chauffé, fourmillant de vie, Dunkleosteus évoluait depuis des millions d'années, se perfectionnant, s'agrandissant, s'armant. Mais voici ce qui est fascinant d'un point de vue paléontologique. Nous ne savons pas exactement à quoi ressemblait la majeure partie de son corps. Et cette ignorance n'est pas un détail mineur. Elle est au cœur de l'un des débats les plus actifs de la paléontologie des vertébrés des 10 dernières années. Parce que Dunkleosteus, comme tous les placodermes, possédait une armure osseuse uniquement sur la partie avant de son corps, la tête et le thorax. Le reste, la queue, les nageoires, l'arrière du tronc, était probablement constitué de cartilage ou de tissus mous, comme chez les requins actuels. Et les tissus mous ne se fossilisent presque jamais. Ce que nous avons retrouvé, ce sont essentiellement des boucliers crâniens, des plaques thoraciques, des fragments de mâchoire, des éléments de l'armure frontale. Et pourtant, c'est suffisant. Suffisant pour reconstruire une image, incomplète certes, mais terrifiante, de ce que fut ce prédateur. Les premières plaques de Dunkleosteus ont été découvertes dans la seconde moitié du XIXe siècle dans l'Ohio, aux États-Unis, dans une formation géologique appelée la formation de Cleveland Shale. Des schistes noirs, compacts, déposés au fond d'un bassin marin peu profond il y a environ 370 à 360 millions d'années. Un environnement de préservation exceptionnel, où le manque d'oxygène dans les eaux profondes ralentissait la décomposition et permettait aux os de se fossiliser avec une précision remarquable. C'est dans ces roches sombres, sous les terres de ce qui est aujourd'hui le nord-est de l'Ohio, que les restes de l'un des plus grands prédateurs de toute l'histoire des vertébrés attendaient, enfouis depuis des centaines de millions d'années. Ils attendaient que quelqu'un vienne les trouver. Et l'histoire de cette découverte est elle-même digne d'un roman. Nous sommes en 1853. L'Ohio est encore un État jeune, en pleine expansion industrielle. Des carrières s'ouvrent un peu partout dans la région de Cleveland pour extraire les schistes noirs qui affleurent le long des berges de la rivière Rocky. Ce sont des roches sombres, denses, qui se fracturent en dalles régulières, utiles pour la construction, utiles pour les routes, utiles pour toutes les tâches pratiques d'un État qui grandit vite. Mais dans ces carrières, quelque chose d'autre affleure également. Des os. Des os d'une taille et d'une forme que personne ne reconnaît. Un homme du nom de J. Terrell est l'un des premiers à remarquer ces fragments étranges dans les roches de la région de Sylvania, dans le nord-ouest de l'Ohio. Il les collecte, il les examine.
Il comprend qu'il a entre les mains quelque chose d'inhabituel. Des plaques osseuses massives, d'une épaisseur considérable, qui ne ressemblent à aucun animal connu. Il les transmet à des naturalistes. Et lentement, la machine scientifique du XIXe siècle commence à s'intéresser à ces restes mystérieux. Mais c'est un autre homme qui va donner à cette créature son identité scientifique. John Strong Newberry. Géologue, paléontologue, professeur à l'Université Columbia de New York. L'un des scientifiques américains les plus actifs de la seconde moitié du XIXe siècle. C'est lui qui examine les spécimens collectés dans la formation de Cleveland Shale et qui publie, en 1873, la première description formelle de cette créature. Il lui donne le nom de genre d'Inyctis, du grec « poisson terrible ». À ce stade, personne ne comprend encore vraiment ce qu'est cet animal. On sait qu'il était grand, on sait qu'il était blindé, on sait qu'il vivait dans un océan ancien. Mais sa taille réelle, son anatomie précise, sa place dans l'arbre de la vie, tout cela reste flou, débattu, incertain. Puis vient le personnage clé de cette histoire, David Shumard Hull Dunkel, directeur du département de poissons fossiles au Cleveland Museum of Natural History dans les années 1930 et 1940. Un homme qui consacre une grande partie de sa carrière à l'étude systématique des placodermes de l'Ohio. C'est lui qui, travaillant sur des spécimens supplémentaires et mieux préservés retrouvés dans la région, comprend que les fossiles de Cleveland appartiennent à un genre distinct de Dinictis, un genre nouveau, qui mérite son propre nom. En 1956, le paléontologue Llewellyn Ivor Price formalise la nomenclature. Le nouveau genre est baptisé Dunkleosteus, littéralement l'os de Dunkle, en hommage à David Dunkle. L'espèce type, la plus grande et la mieux documentée, reçoit le nom de Dunkleosteus terrelli, en hommage à J. Terrell, cet homme ordinaire qui, un siècle plus tôt, avait été l'un des premiers à sortir ces plaques mystérieuses des roches de l'Ohio. Deux noms d'hommes ordinaires, gravés dans la nomenclature scientifique d'un monstre extraordinaire. Mais voici ce qui est remarquable dans l'histoire de la découverte de Dunkleosteus. Ce n'est pas une seule trouvaille spectaculaire dans un désert lointain. Ce n'est pas une expédition héroïque dans une région inaccessible. C'est une accumulation patiente sur des décennies de fragments, de plaques, de morceaux d'armure retrouvés dans des carrières industrielles, dans des berges de rivières, dans des chantiers de construction. Des dizaines de spécimens, parfois bien préservés, parfois fragmentaires, parfois simplement une plaque isolée, sans contexte, sans suite. Le Cleveland Museum of Natural History possède aujourd'hui l'une des collections les plus importantes au monde de restes de Dunkleosteus terrelli. Certains crânes reconstitués font plus d'1 mètre de longueur. Ils sont exposés face au public, gueule ouverte, plaques d'armure sombres et brillantes sous les lumières du musée. Et chaque visiteur qui s'arrête devant eux ressent instinctivement quelque chose, une sorte de malaise primitif, une reconnaissance profonde du prédateur absolu. Mais il y a un paradoxe au cœur de cette collection remarquable. Plus on accumulait de spécimens, plus les questions devenaient complexes. Parce que sans queue, sans nageoire, sans la partie arrière du corps, comment estimer la longueur réelle de l'animal? Comment calculer sa masse? Comment modéliser sa locomotion? Comment comprendre son comportement de chasse? Ces questions ont divisé les paléontologues pendant des décennies, et certaines divisions persistent encore aujourd'hui. Les premières estimations de taille pour Dunkleosteus terrelli étaient spectaculaires. Certains chercheurs du XXe siècle proposaient des longueurs allant jusqu'à 10 mètres, voire 11 mètres. Des masses corporelles dépassant les 3 tonnes. Ces chiffres circulaient dans les manuels scolaires, dans les documentaires, dans les musées. Dunkleosteus était présenté comme un colosse, un titan des mers dévoniennes, un prédateur hors du commun, même à l'échelle de tous les océans que la Terre ait jamais connus. Puis vint une révision qui fit l'effet d'un séisme dans la communauté paléontologique. En 2023, une étude publiée dans la revue PeerG par le paléontologue Russell Engelman de l'université Case Western Reserve, basée sur une nouvelle méthode de reconstitution corporelle utilisant les proportions comparatives d'espèces de placodermes mieux préservées, proposait une image très différente. Selon cette analyse, Dunkleosteus terrelli n'aurait pas eu le corps long et fusiforme d'un grand requin. Il aurait été, au contraire,
relativement court et massif. Un corps trapu, presque cylindrique, avec une section transversale proche de celle d'un thon géant ou d'un espadon. Une longueur totale estimée entre 3,60 m et 4,50 m pour les plus grands individus connus. Pas 10 mètres, pas 9 mètres, moins de 5 mètres. Ce fut un choc. Pas parce que cette nouvelle taille rendait Dunkleosteus moins impressionnant, mais parce qu'elle montrait à quel point nous avions reconstruit une créature presque entièrement imaginaire pendant des décennies, en projetant sur ses restes incomplets une forme corporelle qui n'avait peut-être jamais existé. Évidemment, cette étude a été contestée. D'autres chercheurs maintiennent des estimations plus larges. Le débat est vivant, actif, parfois vigoureux dans les pages des revues spécialisées. C'est la nature même de la paléontologie, une discipline où chaque nouvelle trouvaille, chaque nouvelle méthode d'analyse peut renverser des décennies de consensus. Mais voici ce sur quoi tout le monde s'accorde. Quelle que soit sa longueur exacte, Dunkleosteus terrelli était le plus grand vertébré de son époque, l'apex prédateur absolu de ses écosystèmes. Et ses mâchoires sans dents, forgées en lames d'os tranchants, étaient parmi les plus redoutables que l'évolution ait jamais produites. Et pour comprendre pourquoi, il faut plonger dans l'anatomie de cette machine de guerre biologique. Il faut comprendre comment fonctionne une gueule capable de broyer n'importe quelle armure. Fermez les yeux un instant. Imaginez que vous êtes sous l'eau. L'eau est chaude, légèrement trouble, teintée de vert par des proliférations d'algues primitives. La lumière du soleil perce la surface en longs rayons obliques. Autour de vous, des poissons blindés de taille moyenne se déplacent en bancs serrés, leurs plaques dorsales captant la lumière comme des miroirs. Des céphalopodes à coquilles spiralées dérivent lentement dans le courant. Et puis quelque chose change dans l'eau. Une pression. Une vibration basse, sourde, que vous sentez dans votre poitrine avant de l'entendre. Et dans la pénombre devant vous, quelque chose se matérialise. Quelque chose de sombre, de massif, de blindé. Quelque chose qui avance avec la certitude calme et absolue d'une créature qui n'a pas de prédateur. C'est Dunkleosteus terrelli. Et la première chose que vous remarquez, avant la taille, avant la vitesse, avant tout le reste, c'est la tête. Cette tête est extraordinaire, démesurée par rapport au corps, blindée d'un bouclier osseux qui recouvre entièrement le crâne, les joues, le dessus du cou et la partie supérieure du thorax. Ce bouclier est composé de plusieurs grandes plaques qui s'articulent les unes avec les autres selon un système biomécanique d'une sophistication remarquable. Les paléontologues distinguent plusieurs plaques nommées individuellement. La plaque nucale, la plaque paranucale, les plaques marginales, les plaques sous-orbitales. Chacune a une forme précise. Chacune joue un rôle précis dans la mécanique de la morsure. Parce que c'est là le génie évolutif de Dunkleosteus. Son armure et sa mâchoire ne sont pas deux systèmes séparés. Ils sont un seul et même mécanisme. Voici comment cela fonctionne. Chez la plupart des vertébrés modernes, requins, crocodiles, humains, la mâchoire inférieure descend pour ouvrir la bouche. La mâchoire supérieure reste fixe. C'est le modèle de base, simple, efficace, universel. Dunkleosteus fait quelque chose de fondamentalement différent. Quand Dunkleosteus ouvre la gueule, ce n'est pas seulement la mâchoire inférieure qui descend. La tête entière se soulève vers le haut, pivotant autour d'une articulation située à la jonction entre le bouclier crânien et le bouclier thoracique. Simultanément, la mâchoire inférieure s'abaisse. Les deux mouvements se produisent ensemble, en coordination parfaite, en une fraction de seconde. Le résultat de ce double mouvement est une ouverture de gueule d'une ampleur extraordinaire. Et surtout, une vitesse d'ouverture qui n'a probablement aucun équivalent dans les mers dévoniennes. En 2006, une étude publiée dans la revue Biology Letters par Philip Anderson et Mark Westneath de l'Université de Chicago a modélisé la biomécanique des mâchoires de Dunkleosteus terrelli en utilisant des méthodes de reconstruction informatique basées sur des crânes fossiles du Cleveland Museum of Natural History. Les résultats ont été stupéfiants. Selon ce modèle, Dunkleosteus pouvait ouvrir sa gueule en moins de 50 millisecondes. Pour donner une référence, le clignement d'un œil humain prend environ 150 millisecondes. Dunkleosteus ouvrait la gueule 3 fois plus vite que vous ne pouvez cligner des yeux. Mais ce n'est pas l'ouverture qui est létale, c'est ce qu'elle crée. Quand une gueule s'ouvre aussi vite dans l'eau, elle génère un différentiel de pression brutale et instantané entre l'intérieur et l'extérieur. L'eau, avec tout ce qu'elle contient,
est aspiré violemment vers l'intérieur. C'est ce qu'on appelle l'alimentation par aspiration, un mécanisme que beaucoup de poissons modernes utilisent, mais que Dunkleosteus portait à une échelle que peu de créatures ont jamais atteinte. En d'autres termes, Dunkleosteus n'avait même pas nécessairement besoin de foncer sur sa proie et de la mordre. Il lui suffisait d'ouvrir la gueule à proximité. La proie était aspirée, puis la fermeture. Toujours selon l'étude d'Anderson et Westneath, la force de morsure de Dunkleosteus était estimée à environ 5000 newtons au niveau des lames osseuses antérieures, les parties les plus aiguisées de la mâchoire. Mais à mesure que la mâchoire se refermait et que la proie était entraînée plus profondément dans la gueule, vers les lames postérieures plus massives, cette force pouvait atteindre 7000 newtons ou davantage. 7000 newtons, c'est à peu près la force exercée par une presse industrielle légère. C'est suffisant pour broyer les os les plus épais, pour perforer les carapaces les plus résistantes, pour sectionner net un requin dévonia en 2 morceaux. Et maintenant, parlons des lames elles-mêmes, parce que c'est là que l'anatomie de Dunkleosteus devient vraiment extraordinaire. Comme mentionné précédemment, Dunkleosteus n'avait pas de dents au sens conventionnel du terme. Pas de structure dentaire séparée, implantée dans les mâchoires. À la place, les os des mâchoires eux-mêmes s'étaient développés en structures tranchantes, des lames osseuses continues, dont le bord antérieur était affilé comme un scalpel. Ces lames avaient une propriété remarquable que les chercheurs ont mise en évidence grâce à l'analyse de spécimens fossiles bien préservés. Elles s'auto-aiguisaient. Quand les 2 lames, supérieures et inférieures, se rencontraient lors de la fermeture de la gueule, leurs bords se frottaient l'un contre l'autre avec une géométrie précise qui maintenait leur tranchant. L'usure normale de la morsure ne les émoussait pas. Elle les maintenait aiguisées. C'est le même principe que les ciseaux. 2 lames qui se croisent restent tranchantes bien plus longtemps qu'une lame unique qui frappe une surface dure. Ce mécanisme n'a été formellement décrit que relativement récemment. Et il illustre quelque chose de fondamental sur Dunkleosteus. Cette créature n'était pas simplement grande et puissante. Elle était, à sa façon, un chef-d'œuvre d'ingénierie biologique. Maintenant, regardons l'armure. Le bouclier crânien et thoracique de Dunkleosteus terrelli était composé d'os dermiques, des os qui se forment directement dans la peau sans passer par le stade cartilagineux que connaissent beaucoup d'autres os vertébraux. Ces plaques dermiques sont épaisses, denses, et présentent une structure interne en couche que les analyses microscopiques ont révélée comme étant d'une résistance remarquable aux impacts et aux forces de compression. L'épaisseur de ces plaques pouvait atteindre, dans les régions les plus exposées du crâne, 4 à 5 cm. Pour comparer, la coque blindée d'un véhicule militaire léger fait environ 12 à 17 mm. Le crâne de Dunkleosteus était proportionnellement plus épais que de l'acier blindé. Mais cette armure avait un prix que la physique imposait inexorablement et que nous allons payer très cher pour comprendre. Le poids de cette armure était considérable. Concentré sur l'avant du corps, il créait un déséquilibre naturel, une tendance de la tête à plonger vers le bas. Les estimations de masse pour le bouclier crânio-thoracique seul varient selon les modèles, mais représentaient probablement une fraction substantielle de la masse totale de l'animal. Transporter cette forteresse sur la tête avait un coût énergétique réel, ce qui soulève une question fondamentale sur la biologie de Dunkleosteus. Comment se déplaçait-il vraiment? Était-il un chasseur actif capable de poursuites prolongées? Ou était-il plutôt un prédateur en embuscade, attendant que les proies passent à portée de sa mâchoire aspirante? Était-il agile malgré son armure, ou lent et puissant, comptant sur sa robustesse plutôt que sur sa vitesse? Les réponses à ces questions sont encore incomplètes, et elles dépendent en grande partie de ce débat persistant sur la forme de son corps. Ce corps postérieur que nous ne voyons jamais dans les fossiles, ce corps fantôme que nous devons reconstruire par inférence et comparaison. Certains chercheurs, en se basant sur des comparaisons avec des placodermes mieux préservés de taille plus petite, proposent que Dunkleosteus avait une nageoire caudale hétérocerque, une queue asymétrique dont le lobe supérieur était plus grand que le lobe inférieur, similaire à celle des requins modernes. Cette forme de queue génère une poussée vers le bas, qui compense la tendance naturelle de la tête lourde à piquer du nez. Ce serait une solution élégante à un problème mécanique réel. D'autres proposent d'une morphologie différente. Un corps plus cylindrique, une queue plus symétrique, une locomotion plus proche de celle d'un thon que d'un requin. Ce que nous savons avec certitude,
c'est que la formation de Cleveland Shale a livré quelque chose d'extraordinaire parmi les nombreux fossiles de Dunkleosteus retrouvés dans ces couches sombres. Quelque chose qui n'a pas trait à l'anatomie externe, aux plaques osseuses, aux mâchoires tranchantes. Quelque chose qui concerne l'intérieur. Les paléontologues ont découvert, dans les sédiments associés à plusieurs spécimens de Dunkleosteus, des masses compactes d'os partiellement digérées. Des bolus, des boulettes de régurgitation, similaires à celles que produisent les chouettes modernes quand elles recrachent les parties non digestibles de leur proie. Et l'analyse de ces bolus a révélé quelque chose de fascinant sur le comportement alimentaire de Dunkleosteus. Ce prédateur ne mâchait pas vraiment ses proies. Ses lames les sectionnaient, les fragmentaient grossièrement. Puis il les avalait par portions. Et les os, les écailles, les parties les plus dures, il les régurgitait sous forme de ces masses compactes. C'est une fenêtre extraordinaire sur le comportement d'une créature disparue depuis 360 millions d'années. Une fenêtre que nous n'aurions jamais pu espérer ouvrir sans la qualité de préservation exceptionnelle de la formation de Cleveland Shale. Mais une anatomie parfaite, si impressionnante soit-elle, n'a de sens qu'en contexte. Elle n'a de sens que dans son écosystème, dans son monde. Il est temps de rencontrer les autres habitants de cet océan dévonien, les proies, les concurrents, les créatures qui partageaient ces eaux chaudes avec le plus grand prédateur de leur époque. Et certaines de ces créatures vont vous surprendre. 370 millions d'années avant aujourd'hui, quelque part dans la mer de l'Eurussie, au-dessus de ce qui deviendra un jour le nord de l'Ohio. La surface de l'eau est calme ce matin. Le soleil se lève sur un horizon plat, sans nuages, dans une atmosphère légèrement différente de la nôtre, plus riche en dioxyde de carbone, plus chaude, plus lourde. Les rivages sont couverts d'une végétation nouvelle, étrange. Les premières forêts dévoniennes, des arbres primitifs aux troncs épais et aux feuilles rudimentaires qui n'ont pas encore appris à tomber en automne. Leurs racines s'enfoncent dans des sols qui n'ont connu les plantes que depuis quelques dizaines de millions d'années. Sous la surface, la vie est partout. Et pour comprendre Dunkleosteus, vraiment le comprendre, il faut comprendre ce monde vivant qui l'entourait. Son garde-manger, ses rivaux potentiels, les créatures qui peuplaient ses eaux et qui, ensemble, formaient l'un des écosystèmes marins les plus complexes et les plus fascinants que notre planète ait jamais produit. Commençons par le bas de la chaîne alimentaire. Les fonds marins de la mer de l'Eurussie étaient recouverts d'une épaisse couche de sédiments organiques, boue noire, riches en matière organique, pauvres en oxygène dans les zones les plus profondes. Dans ces sédiments vivaient des vers marins, des mollusques primitifs, des brachiopodes, ces créatures à coquilles bivalves qui ressemblent superficiellement à des moules, mais qui n'ont aucun lien de parenté avec elles. Les brachiopodes dévoniens étaient omniprésents. Certains récifs entiers en étaient constitués, formant des structures calcaires complexes qui abritaient une biodiversité extraordinaire. Ces récifs dévoniens méritent qu'on s'y attarde un instant. Parce qu'ils n'étaient pas construits par des coraux au sens moderne du terme. Les principaux architectes des récifs dévoniens étaient des organismes appelés stromatoporoïdes, des éponges calcifiées qui sécrétaient des structures en couches denses et résistantes. Associés à eux, des tabulés et des rugueux, deux groupes de coraux primitifs qui n'ont plus de représentants vivants aujourd'hui. Ces récifs s'étendaient sur des centaines de kilomètres dans les zones tropicales et subtropicales de la mer de l'Eurussie. Ils constituaient des habitats d'une richesse biologique incomparable. Et dans ces habitats vivaient des proies potentielles pour Dunkleosteus en abondance. Les autres placodermes d'abord. Parce que Dunkleosteus n'était pas le seul représentant de son groupe dans ces eaux. D'autres placodermes, plus petits, plus graciles, plus spécialisés, partageaient son environnement. Le Botryolépis, par exemple, l'un des placodermes les plus répandus et les mieux documentés du Dévonien. Un animal de taille modeste, rarement plus d'1 mètre, avec des appendices thoraciques articulés qui ressemblaient presque à des bras. Il vivait probablement près des fonds, se nourrissant de matière organique, de petits invertébrés. Une proie potentielle parfaitement adaptée aux lames tranchantes de Dunkleosteus. Il y avait aussi le Titanictis, un placoderme massif, presque aussi grand que Dunkleosteus, retrouvé dans les mêmes formations géologiques de l'Ohio. Mais le Titanictis présentait une anatomie de mâchoire très différente, des lames osseuses peu développées, sans tranchant réel. Les paléontologues ont longtemps débattu de son régime alimentaire. L'hypothèse qui fait aujourd'hui consensus est qu'il était planctonivore,
un filtreur géant, se nourrissant de plancton et de petits organismes en suspension dans l'eau, à la manière des baleines à fanon modernes ou des requins-baleines. Un géant pacifique vivant aux côtés d'un géant meurtrier. La même époque, le même océan, des stratégies alimentaires à l'opposé l'une de l'autre. Mais les proies de Dunkleosteus les mieux documentées sont les poissons. Et pas n'importe quel poisson. Les analyses des bolus de régurgitation retrouvés dans la formation de Cleveland Shale ont permis d'identifier les restes de plusieurs types de poissons dans le contenu digestif de Dunkleosteus. Des écailles, des fragments d'os, des plaques dermiques de taille variable. Ces analyses, conduites notamment par des chercheurs du Cleveland Museum of Natural History, suggèrent que Dunkleosteus consommait aussi bien d'autres placodermes que des poissons à nageoires rayonnées primitifs et des poissons à nageoires charnues. Ces derniers méritent une mention particulière. Les poissons à nageoires charnues, les sarcoptérygiens, étaient présents en grand nombre dans les océans dévoniens. Parmi eux, des créatures comme Eusthénoptéron, un poisson d'environ 60 cm dont les nageoires pectorales et pelviennes présentaient une structure osseuse interne, humérus, radius, ulna, homologue à celle des membres des vertébrés terrestres. En d'autres termes, c'était un cousin lointain de vos propres bras. Ces poissons étaient probablement des proies régulières pour Dunkleosteus. Et il y a quelque chose de vertigineux dans cette idée. Le prédateur qui chassait, il y a 370 millions d'années, les ancêtres très lointains de tous les vertébrés terrestres. Des créatures dont la lignée allait produire, des millions d'années plus tard, les amphibiens, les reptiles, les mammifères, les humains. Nous avons peut-être failli ne jamais exister parce que Dunkleosteus avait faim un matin de l'ère dévonienne. Mais revenons à l'écosystème. Il y avait aussi les requins. Les requins dévoniens sont un chapitre fascinant et souvent méconnu de l'histoire de ces poissons légendaires. Contrairement à une idée reçue populaire, les requins n'ont pas traversé 500 millions d'années quasiment inchangés. Le Dévonien marque les premières grandes radiations des chondrichtiens, les poissons cartilagineux dont les requins font partie. Et ces requins primitifs étaient très différents de leurs descendants modernes. Le cladocélache était l'un des plus répandus dans les eaux de la mer de Laurussie. Un requin d'environ 1,50 m, au corps fusiforme, aux nageoires rigides, sans les épines que portaient certains de ses contemporains. Agile, probablement rapide. Mais sa mâchoire était terminale, placée à l'extrémité du museau, contrairement aux requins modernes dont la gueule est soulignée. Il manquait de certains des raffinements anatomiques qui feraient des requins ultérieurs des prédateurs encore plus efficaces. Des spécimens de cladocélache ont été retrouvés avec leurs organes internes partiellement préservés, un phénomène exceptionnel rendu possible par les conditions anoxiques du fond de la mer de Cleveland Shale. Et certains de ces spécimens ont été retrouvés dans le contenu stomacal de Dunkleosteus, avalés entiers, par la tête dans plusieurs cas documentés. Ce détail comportemental, avaler sa proie par la tête, est cohérent avec le mécanisme d'alimentation par aspiration que nous avons décrit précédemment. Quand une proie est aspirée dans une gueule qui s'ouvre à cette vitesse, elle entre généralement en position frontale, et elle est avalée dans cet ordre. Mais voici une question que les paléontologues se posent depuis des années. Dunkleosteus avait-il des concurrents réels dans ses eaux? Y avait-il une autre créature de son époque capable de lui tenir tête? La réponse honnête est probablement pas dans la mer de Laurussie elle-même. Mais dans d'autres parties du monde dévonien, d'autres placodermes géants existaient. Le Rhinodipterus, retrouvé en Australie. Le Gorgonyctis, un proche parent de Dunkleosteus retrouvé dans les mêmes formations de l'Ohio, peut-être presque aussi grand. L'Isthmanosteus, dont des restes ont été trouvés sur plusieurs continents. Preuve que des prédateurs de cette famille avaient une distribution géographique très large. Et puis il y avait les Euryptérides. Ces arthropodes géants que nous avons mentionnés au début, les scorpions de mer. Certains représentants du genre Yeckelopterus pouvaient atteindre 2,50 m de longueur. Ils possédaient de puissantes pinces capables d'infliger des blessures sérieuses. Dans les eaux peu profondes, près des rivages et des deltas, ils constituaient peut-être une menace réelle pour les jeunes individus de Dunkleosteus. Mais un Dunkleosteus adulte, un individu pleinement développé, avec son armure crânio-thoracique intacte. La plupart des spécialistes s'accordent à dire qu'un tel individu n'avait probablement aucun prédateur dans son environnement. Il était le sommet absolu, l'apex de l'apex,
La créature pour laquelle l'évolution n'avait pas jugé nécessaire de prévoir de mécanismes de défense particuliers, parce qu'elle n'avait rien à défendre contre. Ce statut de superprédateur absolu a des implications biologiques importantes. Les superprédateurs modernes sans prédateurs naturels, les grands requins blancs, les orques, ont tendance à être présents en densité relativement faible dans leurs écosystèmes. La chaîne alimentaire ne peut pas supporter de nombreux individus au sommet. Ils ont des domaines vitaux larges, ils se reproduisent lentement, et leur population est intrinsèquement vulnérable aux perturbations de l'écosystème. Ces caractéristiques avaient-elles une résonance dans la biologie de Dunkleosteus? Nous ne pouvons pas le savoir avec certitude. Mais elles posent une question fondamentale sur la stabilité de l'empire que ce prédateur avait construit au fil des millions d'années. Un empire peut paraître éternel, jusqu'au moment où le monde change. Et à la fin du Dévonien, le monde allait changer de façon cataclysmique, de façon répétée, de façon presque inimaginable pour un superprédateur parfaitement adapté à un environnement stable. Mais avant de parler de la fin, il faut parler du règne. Il faut parler de ce que signifiait vraiment être Dunkleosteus dans ces océans primitifs. Ce que signifiait chasser, ce que signifiait dominer, ce que signifiait être la créature la plus redoutable que ces eaux aient jamais portée. Il faut reconstituer, à partir des fragments que la science nous a donnés, une journée dans la vie du monstre blindé. 365 millions d'années avant aujourd'hui. Tôt le matin, selon nos repères temporels, bien que la notion de matin n'ait encore aucun sens pour aucune créature vivante sur cette planète, la mer de l'Orussie, une zone de transition entre les eaux peu profondes du plateau continental et les fonds plus sombres, plus profonds, moins oxygénés du bassin central. L'eau a une température d'environ 28 degrés Celsius en surface. Elle est légèrement plus salée que nos océans modernes. La visibilité est réduite par des blooms d'algues primitives et de cyanobactéries qui colorent l'eau de nuances de vert et de brun. Quelque part entre 5 et 10 mètres de profondeur, une forme sombre est immobile. Pas endormie, les poissons ne dorment pas au sens où nous l'entendons, mais en état de faible activité, conservant l'énergie, le métabolisme au ralenti. Les branchies filtrent l'eau en rythme lent. Les yeux, 2 yeux latéraux enchâssés dans les plaques orbitaires du bouclier crânien, sont ouverts. Ils le sont toujours. C'est Dunkleosteus, un individu adulte, pleinement développé. Son armure est sombre, presque noire dans la lumière filtrée, une teinte qui correspond à la pigmentation probable des plaques osseuses exposées, bien que nous ne puissions jamais connaître avec certitude la couleur exacte de sa peau. Sa partie postérieure, ce corps fantôme que les fossiles ne nous ont jamais montré, est probablement d'une teinte plus claire ventralement, plus sombre dorsalement. Un contre-ombrage peut-être, similaire à celui que beaucoup de prédateurs marins modernes utilisent pour se camoufler dans la colonne d'eau. Quelque chose change dans l'eau, des vibrations, basses fréquences, transmises par la ligne latérale, cet organe sensoriel que tous les poissons possèdent, une rangée de cellules mécanosensorielles qui détectent les perturbations dans le champ de pression hydrodynamique environnant. La ligne latérale est en quelque sorte un 6e sens aquatique. Elle permet de percevoir le mouvement, la position, la taille approximative d'autres objets dans l'eau, même dans l'obscurité totale, même à travers des sédiments troubles. Ce que la ligne latérale perçoit maintenant est un banc de poissons. Des placodermes de taille moyenne, probablement des Bothriolepis ou une espèce apparentée. Ils se déplacent en groupes serrés, à une vingtaine de mètres, se nourrissant de débris organiques dans la colonne d'eau. Dunkleosteus ne réagit pas immédiatement. C'est important, parce que cela nous dit quelque chose sur la stratégie de chasse probable de ce prédateur. Un animal qui porte une armure massive à l'avant du corps ne peut pas se permettre de dépenser de l'énergie en poursuite prolongée à chaque signal sensoriel. Son métabolisme, que nous ne pouvons qu'inférer faute de données directes, devait être adapté à une stratégie d'attente, de patience, d'économie. Les chercheurs qui ont modélisé la biomécanique de Dunkleosteus suggèrent que son mode de locomotion le plus probable était une nage par ondulation de la partie postérieure du corps, avec des nageoires pectorales servant principalement à la stabilisation et aux corrections de trajectoire. Pas la nage ondulante et continue d'un thon migrateur. Quelque chose de plus discontinu. Des accélérations brèves, puissantes, suivies de phases de glisse passive. Une stratégie de sprint plutôt que de marathon. Et maintenant, quelque chose de nouveau dans l'eau.
Un signal différent. Pas un banc organisé. Un mouvement erratique, irrégulier. La signature hydrodynamique d'un animal seul, désorienté, peut-être blessé. Un cladocellage d'environ 1,20 m qui s'est séparé de son groupe après avoir été perturbé par quelque chose. Une autre prédation, une collision, un simple accident dans les courants changeants du plateau. Ce signal irrégulier est exactement ce que les prédateurs ont appris à reconnaître et à exploiter depuis les débuts de la prédation complexe. L'irrégularité signale la vulnérabilité. Dunkleosteus change d'orientation. Le mouvement est lent au début, presque imperceptible. Juste une légère rotation du corps massif, un réalignement progressif dans la direction du signal. Puis les nageoires s'activent. Le corps postérieur commence ses ondulations. Et cette masse blindée, ce bouclier crânien énorme, cette forteresse de chair et d'os, commence à se déplacer. Pas vite, pas encore. La distance entre le prédateur et la proie diminue graduellement. 20 mètres, 15 mètres. Le cladocellage n'a pas encore détecté la menace. Ou peut-être l'a-t-il détecté, mais ne peut-il pas encore identifier sa direction précise. Les systèmes sensoriels des requins primitifs, bien que sophistiqués pour leur époque, n'avaient peut-être pas encore atteint la précision des requins modernes. 10 mètres. Et là, quelque chose se déclenche dans la mécanique de Dunkleosteus. Une accélération soudaine, brutale. La queue frappe l'eau avec une force considérable. Le corps tout entier, cette masse compacte, blindée, déséquilibrée vers l'avant par le poids de l'armure, se propulse vers l'avant avec une vélocité surprenante pour une créature de cette taille. Le cladocellage détecte l'onde de pression, réagit, vire de bord. Trop tard. À moins de 2 mètres, Dunkleosteus ouvre la gueule. Et ici se produit quelque chose que la physique rend inévitable. La gueule s'ouvre en moins de 50 millisecondes. Le bouclier crânien pivote vers le haut. La mâchoire inférieure plonge vers le bas. Le volume buccal augmente de façon explosive, créant instantanément une zone de basse pression intense à l'intérieur de la cavité. L'eau environnante, avec le cladocellage qu'elle contient, est aspirée vers l'intérieur. Le petit requin entre dans la gueule par la tête. C'est presque certain, basé sur les fossiles retrouvés dans le contenu stomacal de Dunkleosteus. Tête première, corps suivi. La mâchoire se referme, les lames osseuses se croisent. Le bruit, si quelqu'un avait pu l'entendre, aurait été un claquement sec et net, pas le grondement sourd qu'on imagine souvent. Quelque chose de précis, de chirurgical, comme des ciseaux de couture sur du tissu épais. Le cladocellage cesse d'exister en tant qu'entité cohérente. Ce qui reste est aspiré plus profondément dans le tube digestif de Dunkleosteus. Les os, les écailles, les parties les moins digestibles seront compactées et régurgitées plus tard. Ces bolus que les paléontologues retrouveront 360 millions d'années plus tard, dans les schistes noirs de l'Ohio, et qui leur raconteront cette histoire. Toute cette séquence, de la détection à la capture, a probablement pris moins de 30 secondes. Dunkleosteus reprend sa position d'attente. Mais voici ce que cette reconstitution, aussi précise soit-elle dans ses grandes lignes, ne peut pas nous dire. Elle ne peut pas nous dire combien de fois par jour Dunkleosteus se nourrissait. Elle ne peut pas nous dire s'il chassait seul en permanence ou si les individus se regroupaient à certaines saisons, pour la reproduction, pour exploiter des zones d'abondance alimentaire temporaire. Elle ne peut pas nous dire comment il se reproduisait, vivipare comme certains requins modernes, ovipare comme d'autres, ou selon un mode intermédiaire. La question de la reproduction des placodermes est en réalité l'un des chapitres les plus fascinants et les plus inattendus de leur biologie. Parce qu'en 2009, une découverte publiée dans la revue Nature a bouleversé la compréhension que nous avions de la reproduction des vertébrés primitifs. Des chercheurs australiens, travaillant sur des spécimens exceptionnellement préservés de Materpiscis attenboroughi, un placoderme beaucoup plus petit que Dunkleosteus, découvert dans la formation de Gogo en Australie occidentale, ont identifié ce qui ne pouvait être qu'un embryon à l'intérieur du corps de l'animal adulte. Un embryon connecté à sa mère par un cordon ombilical fossilisé. Ce fossile, surnommé affectueusement par la presse scientifique la plus vieille mère du monde, démontrait que certains placodermes étaient vivipares, qu'ils donnaient naissance à des petits vivants, reliés in utero à la mère par un placenta fonctionnel. C'est la plus ancienne reproduction vivipare avec placenta jamais documentée dans l'histoire des vertébrés,
repoussant l'origine de ce mécanisme de reproduction de plusieurs centaines de millions d'années par rapport aux estimations précédentes. Si ce mode de reproduction était partagé par Dincleosteus, et nous ne pouvons pas l'affirmer avec certitude, mais c'est une hypothèse scientifiquement plausible, cela changerait notre compréhension de sa biologie de façon significative. Des portées probablement petites, des nouveau-nés relativement développés, un investissement parental potentiellement important, une vulnérabilité des femelles gestantes aux perturbations environnementales. Et cette vulnérabilité nous ramène à la grande question. La question que tout le monde pose en regardant les crânes fossilisés de Dincleosteus dans les musées du monde. Comment une créature aussi parfaite, aussi armée, aussi redoutable, a-t-elle pu disparaître? Qu'est-ce qui a tué l'empereur des mers dévoniennes? La réponse se trouve dans l'une des catastrophes les plus complexes et les moins bien comprises de l'histoire de la vie sur Terre. Une extinction qui n'a pas tué en un instant, mais qui a saigné le monde à blanc, lentement, sur des millions d'années. Une extinction qui porte le nom d'une époque, l'extinction de la fin du Dévonien. Et ce qui s'est passé, ce qui a vraiment mis fin au règne de Dincleosteus et de ses semblables, est plus étrange, plus complexe, et d'une certaine façon plus effrayant que n'importe quel astéroïde. Il y a 379 millions d'années, le monde de Dincleosteus était à son apogée. Les récifs dévoniens s'étendaient sur des milliers de kilomètres. Les mers de l'Eurussie fourmillaient de vie. Les placodermes dominaient les océans depuis des dizaines de millions d'années. Et rien, absolument rien dans cet écosystème abondant et stable ne laissait présager ce qui allait venir. Puis le monde a commencé à mourir. Pas d'un seul coup, pas en un instant cataclysmique, comme l'astéroïde qui mettra fin aux dinosaures 180 millions d'années plus tard. Non, ce qui a tué Dincleosteus était quelque chose de bien plus insidieux, de bien plus lent, de bien plus difficile à comprendre, même pour nous aujourd'hui, avec tous nos outils scientifiques modernes. C'est ce que les géologues appellent l'extinction de la fin du Dévonien, ou plus précisément, les extinctions du Dévonien tardif, au pluriel. Parce que ce n'est pas un événement unique. C'est une série de crises biologiques qui se sont succédées sur une période d'environ 25 millions d'années, entre 380 et 359 millions d'années avant aujourd'hui. 25 millions d'années de crises répétées. Pour mettre ce chiffre en perspective, 25 millions d'années, c'est 5 fois plus long que toute l'histoire de la lignée humaine depuis notre divergence avec les chimpanzés. C'est un intervalle de temps si vaste qu'il échappe à toute intuition humaine. Et pourtant, à l'échelle géologique, c'est relativement suffisamment court pour constituer, dans les archives fossiles, un effondrement brutal et documentable de la biodiversité marine mondiale. Les chiffres sont vertigineux. Selon les estimations basées sur l'analyse des formations rocheuses et des archives fossiles, l'extinction de la fin du Dévonien a éliminé environ 75% de toutes les espèces marines. Certaines estimations, portant spécifiquement sur certains groupes d'organismes, sont encore plus sévères. Les récifs dévoniens, ces structures élaborées, construites sur des millions d'années par les stromatoporoïdes et les coraux primitifs, ont pratiquement disparu de la surface des océans. Et ils ne se reconstitueront pas pendant des millions d'années. C'est l'une des 5 grandes extinctions de masse de l'histoire de la vie sur Terre. Et c'est de loin la moins bien comprise. Parce que contrairement à l'extinction de la fin du Crétacé, où les preuves d'un impact d'astéroïdes sont aujourd'hui irréfutables, gravées dans une couche d'iridium qui fait le tour de la planète, l'extinction dévonienne ne semble pas avoir une cause unique, claire, incontestable. Elle semble avoir plusieurs causes, opérant simultanément ou en séquence, interagissant de façon complexe dans un système climatique et océanographique d'une sensibilité extrême. Voici ce que la science a reconstitué jusqu'à présent. La première pièce du puzzle s'appelle l'événement de Kelvasser. 2 horizons géologiques, 2 couches distinctes dans les roches sédimentaires du monde entier, séparées par environ 100 000 à 200 000 ans, qui montrent chacun un effondrement brutal et massif de la biodiversité marine. Ces couches ont été nommées d'après un ruisseau d'Allemagne, le Kelvasserbach, où elles ont été identifiées pour la première fois par le géologue allemand Rainer Walliser dans les années 1960. Que montrent ces horizons? Plusieurs choses simultanées. Une chute drastique de la diversité des espèces marines, en particulier des organismes filtreurs et des constructeurs de récifs. Une modification significative de la composition chimique des eaux océaniques,
notamment une réduction du taux d'oxygène dissous dans les eaux de fond, un phénomène qu'on appelle anoxie océanique. Des perturbations dans le cycle du carbone, enregistrées dans les variations isotopiques du carbone dans les roches de cette période. Et des changements dans la distribution géographique de ce qui a survécu. L'anoxie océanique. C'est probablement le mécanisme le plus dévastateur de toute cette série de crises. Imaginez les océans profonds se vidant progressivement de leur oxygène. Des zones mortes, des étendues d'eau où aucun animal complexe ne peut survivre, s'étendant depuis les fonds vers les eaux intermédiaires. Des organismes qui avaient évolué pendant des dizaines de millions d'années dans des eaux bien oxygénées, soudainement confrontés à des environnements qui leur sont devenus létaux. Des chaînes alimentaires entières s'effondrant par leur base. Les producteurs primaires, les filtreurs de fond, les constructeurs de récifs, entraînant dans leur chute tous les niveaux trophiques supérieurs. Mais pourquoi cette anoxie? Qu'est-ce qui a provoqué cette désoxygénation massive des océans dévoniens? Et c'est là que l'histoire devient extraordinairement complexe et extraordinairement fascinante. La réponse est probablement dans les arbres. Pas n'importe quels arbres. Les premières forêts dévoniennes. Ces étranges forêts primitives dont nous avons mentionné les rivages au début de ce chapitre. Au cours du Dévonien, les plantes terrestres ont connu une révolution biologique d'une ampleur sans précédent. Elles ont développé les premières vraies racines profondes, les premières tiges ligneuses, le bois, les premières structures arborescentes véritables. Des arbres comme Archaeopteris, un genre de plante à reproduction par spore qui pouvait atteindre 30 mètres de hauteur et dont les forêts couvraient d'immenses étendues des terres dévoniennes, ont transformé la chimie de la planète de façon irréversible. Des racines profondes qui s'enfonçaient dans les roches silicatées, accélérant massivement la vitesse d'altération chimique de ces roches. Cette altération libérait des quantités considérables de nutriments, notamment du phosphore et de l'azote, qui étaient emportés par les rivières vers les mers côtières. Ces nutriments fertilisaient les eaux marines, provoquant des explosions de croissance d'algues et de cyanobactéries, ces proliférations massives qu'on appelle aujourd'hui blooms algaux. Et quand ces algues mouraient et se décomposaient, elles consommaient l'oxygène dissous dans l'eau en quantité considérable. C'est le même mécanisme que nous observons aujourd'hui dans les zones mortes côtières, créées par les renofs agricoles riches en engrais, le golfe du Mexique, la mer Baltique, certaines zones de la mer Noire. Mais au Dévonien tardif, ce phénomène n'était pas localisé, il était global. Les premières forêts de la Terre étaient en train d'asphyxier ces océans. Une ironie évolutive d'une ampleur presque comique, si ses conséquences n'avaient pas été aussi catastrophiques. Et ce n'est pas tout. L'altération massive des roches silicatées par les racines des arbres consommait également du dioxyde de carbone atmosphérique à une vitesse considérable. Moins de CO2 dans l'atmosphère signifiait un affaiblissement de l'effet de serre. Des températures en baisse, un refroidissement climatique graduel mais significatif, particulièrement notable dans les zones polaires, qui pouvaient autrefois être libres de glace et le devenaient de moins en moins. Des études basées sur l'analyse isotopique de roches carbonatées de cette période, publiées notamment dans les revues Earth and Planetary Science Letters et Paléogéographie, Paléoclimatologie, Paléoécologie, suggèrent des fluctuations thermiques significatives pendant le Dévonien tardif. Des périodes de refroidissement relatif alternant avec des périodes de réchauffement. Une instabilité climatique chronique dans un système qui avait été, pendant des millions d'années, remarquablement stable. Et sur fond de cette instabilité, d'autres perturbations. Des éruptions volcaniques massives dans certaines provinces magmatiques de grande taille, qui injectaient dans l'atmosphère des quantités considérables de soufre et de particules. Des changements dans les niveaux marins, des transgressions et régressions marines successives qui modifiaient la superficie et la profondeur des mers peu profondes où vivait la majorité de la vie marine dévonienne. Et peut-être, un ou plusieurs impacts d'astéroïdes ou de comètes. Cette hypothèse a été avancée par plusieurs chercheurs pour expliquer certains des horizons d'extinction les plus abrupts dans les archives fossiles dévoniennes. Elle reste débattue. Les preuves ne sont pas aussi nettes que pour l'extinction crétacée. Mais elles ne sont pas absentes non plus. Ce que tout cela signifiait pour Dincléostéus, concrètement, biologiquement, dans son océan quotidien, c'est que son monde se désintégrait. Pas en un jour, pas en un an, mais sur des milliers de générations, les conditions qui avaient permis à son empire de prospérer se dégradaient de façon irréversible. Les récifs disparaissaient,
Ces structures complexes qui abritaient une biodiversité extraordinaire et qui nourrissaient indirectement toute la chaîne alimentaire des mers peu profondes. Les populations de proies s'effondraient, non pas parce que Dunkleosteus les surexploitait, mais parce que les bases mêmes de l'écosystème qui les nourrissait s'écroulaient. Les zones anoxiques s'étendaient, réduisant progressivement le volume d'eau habitable pour les animaux à respiration aérobie. Et pour un superprédateur au sommet de la chaîne alimentaire, le dernier maillon, le plus isolé, le plus dépendant de la santé de tous les maillons inférieurs, cet effondrement de la base était fatal. Il y a une loi écologique implacable que les extinctions de masse illustrent encore et encore. Les superprédateurs meurent en dernier. Mais ils meurent. Quand la base de la pyramide trophique s'effondre, la pyramide entière s'effondre. Et les créatures au sommet, celles qui ont le moins de flexibilité alimentaire, les densités de population les plus faibles, les taux de reproduction les plus lents, sont les plus vulnérables à cet effondrement. Dunkleosteus n'a probablement pas disparu d'un seul coup. Sa population a décliné graduellement. Les individus devenaient plus rares. Les rencontres entre mâles et femelles moins fréquentes. La reproduction moins régulière. Et à un moment que nous ne pouvons pas dater avec précision, quelque part entre 365 et 359 millions d'années avant aujourd'hui, le dernier Dunkleosteus est mort. Sans témoin, sans drame apparent. Simplement, le dernier d'une lignée qui avait dominé les océans pendant des millions d'années. Et avec lui disparaissait quelque chose de bien plus vaste que cette espèce unique. Les placodermes dans leur ensemble, ce groupe extraordinaire qui avait dominé les océans de la planète pendant 60 millions d'années, qui avait produit plus de 180 espèces connues, qui avait inventé les mâchoires, expérimenté la viviparité, construit des armures et des lames d'une sophistication remarquable. Les placodermes ont disparu en totalité à la fin du Dévonien. Pas un seul groupe, pas une seule espèce, pas un seul individu n'a survécu pour donner naissance à des descendants. C'est là que réside la vraie énigme de Dunkleosteus. Pas simplement pourquoi il a disparu, mais pourquoi aucun de ses semblables n'a survécu. Pourquoi les placodermes, malgré leur diversité, malgré leur domination, malgré leurs 60 millions d'années d'évolution, ont été effacés si complètement que nous devons les reconstituer à partir de fragments de pierre pour comprendre ce qu'ils étaient. Et cette énigme nous amène à la question la plus profonde de toute cette histoire. Une question qui touche non pas à la mort de Dunkleosteus, mais à sa signification. Il existe une question que les paléontologues posent rarement à voix haute, parce qu'elle touche à quelque chose de fondamental et de légèrement inconfortable dans notre façon de comprendre l'évolution. Pourquoi les placodermes ont-ils disparu sans laisser de descendants? Pas une espèce dérivée, pas un groupe fossile qui aurait continué sous une autre forme, pas une lignée réduite, marginale, survivant dans un coin isolé de l'océan. Rien. Une extinction totale, absolue, sans postérité. Et cette question est d'autant plus troublante quand on la compare à ce qui s'est passé de l'autre côté de l'extinction dévonienne. Les requins ont survécu. Appauvris, réduits en diversité, mais présents. Ils ont traversé la crise, et dans les millions d'années qui ont suivi, ils ont rayonné à nouveau, produisant les formes que nous connaissons aujourd'hui. Les poissons à nageoires rayonnées ont survécu, et ils ont explosé en diversité dans le monde post-dévonien, donnant naissance à l'immense majorité des poissons que nous connaissons aujourd'hui, du thon à la carpe en passant par le poisson clown. Les poissons à nageoires charnues ont survécu, et parmi eux, certains ont continué à développer leurs nageoires en membres, à développer leurs poumons en poumons fonctionnels, à ramper hors de l'eau pour coloniser la terre ferme. Ces lignées ont survécu, elles ont évolué, elles ont produit des descendants. Les placodermes, rien. Pourquoi? C'est une des questions les plus actives de la paléontologie des vertébrés actuellement. Et les réponses proposées sont multiples, nuancées et parfois contradictoires. La première hypothèse est celle de la spécialisation excessive. Les placodermes, au cours de leurs 60 millions d'années de domination, avaient développé des adaptations extraordinairement spécialisées. Des armures complexes, des mâchoires spécifiques, des morphologies corporelles très diverses, mais chacune très précisément adaptée à une niche écologique particulière. Cette spécialisation était leur force dans un environnement stable. Elle devenait leur faiblesse dans un environnement en crise. Quand les conditions changent rapidement,
et les 25 millions d'années de crise dévonienne, si lentes à l'échelle humaine, représentaient des changements très rapides à l'échelle évolutive. Les généralistes survivent mieux que les spécialistes. Les organismes capables de modifier leur régime alimentaire, leur comportement, leur habitat, ont plus de chances de trouver de nouvelles niches viables dans un écosystème reconfiguré. Les requins, avec leur corps cartilagineux flexible, leur dentition remplaçable, leur capacité à exploiter des proies très variées dans des environnements très différents, étaient des généralistes relatifs. Ils ont survécu. Dunkleosteus, avec son armure rigide, ses lames osseuses spécialisées, sa dépendance probable à des écosystèmes côtiers riches et bien oxygénés, était un spécialiste absolu. Il n'avait pas évolué pour s'adapter. Il avait évolué pour dominer un monde précis. Et quand ce monde a disparu, il n'avait nulle part où aller. Mais cette explication, aussi séduisante soit-elle, est insuffisante à elle seule, parce que les placodermes comprenaient aussi des formes beaucoup plus petites, beaucoup plus généralistes, des espèces comme Botryiolepis, dont on a retrouvé des fossiles sur tous les continents, dans des environnements marins et d'eau douce, suggérant une plasticité écologique considérable. Et pourtant, même Botryiolepis a disparu. La deuxième hypothèse est celle de la compétition avec les requins et les poissons osseux. Cette idée a été populaire pendant une grande partie du XXe siècle. Les placodermes auraient été progressivement supplantés, avant même la crise dévonienne, par des requins et des poissons osseux plus efficaces, plus flexibles, plus capables d'exploiter de nouvelles niches. L'extinction dévonienne n'aurait été que le coup de grâce d'un déclin déjà amorcé. Mais cette hypothèse a été sérieusement remise en question ces dernières décennies. Les analyses quantitatives de la diversité des placodermes au cours du Dévonien, notamment celles publiées par des équipes du Natural History Museum de Londres et de l'Université de Bristol, montrent que les placodermes maintenaient une diversité élevée jusqu'à très peu de temps avant leur extinction finale. Il n'y a pas de déclin graduel visible sur des dizaines de millions d'années. Il y a une diversité maintenue, puis un effondrement relativement brusque, coïncidant avec les crises environnementales de la fin du Dévonien. Ce n'est pas un groupe qui s'éteignait lentement, remplacé progressivement. C'est un groupe qui a été frappé et abattu. La troisième hypothèse est plus récente, plus spéculative, et d'une certaine façon plus troublante. Elle concerne la reproduction. Nous avons mentionné précédemment la découverte de Materpiscis attenboroughi. Ce placoderme australien dont le fossile extraordinaire a révélé une reproduction vivipare avec placenta. Si cette stratégie reproductive était répandue parmi les placodermes, et des indices supplémentaires découverts dans d'autres espèces suggèrent que c'était peut-être le cas, alors les placodermes investissaient massivement dans chaque descendant individuel. Des portées petites, des jeunes développés et relativement grands à la naissance, un temps de gestation significatif, un taux de reproduction lent. En conditions normales, cette stratégie est très efficace. Des descendants bien développés ont de meilleures chances de survie individuelle que des milliers d'œufs dont la plupart seront prédatés ou détruits. Mais en conditions de crise sévère, quand la mortalité adulte augmente brutalement, quand les ressources alimentaires s'effondrent, quand les femelles gestantes sont particulièrement vulnérables au stress environnemental, cette stratégie devient un piège. Une population qui produit peu de descendants par génération ne peut pas se reconstituer rapidement après un effondrement. Elle n'a pas la capacité de rebond que donnent des milliers d'œufs produits par des poissons osseux ou des requins. Et dans une crise qui dure des millions d'années, cette incapacité de rebond rapide peut être fatale. Cette hypothèse reste à confirmer. Nous ne savons pas avec certitude dans quelle proportion les différentes espèces de placodermes étaient vivipares. Nous ne savons pas si Dunkleosteus lui-même utilisait ce mode de reproduction. Mais elle ouvre une piste fascinante sur les raisons pour lesquelles un groupe aussi dominant a pu disparaître si complètement. Il y a cependant une autre dimension de l'énigme des placodermes que la science commence seulement à explorer sérieusement. Et elle concerne non pas leur disparition, mais leur héritage invisible. Pendant longtemps, les placodermes ont été considérés comme une branche morte de l'arbre de la vie, un groupe qui avait prospéré, dominé, puis disparu sans laisser de traces dans les organismes vivants actuels. Un chapitre fermé. Mais des études phylogénétiques récentes, utilisant des méthodes d'analyse cladistique de plus en plus sophistiquées,
ont soulevé une question provocatrice. Où exactement les placodermes se situent-ils dans l'arbre des vertébrés? Les résultats sont encore débattus. Mais certaines analyses, notamment celles publiées par le paléontologue John Lang et ses collaborateurs, suggèrent que les placodermes pourraient être plus étroitement apparentés aux vertébrés à mâchoire moderne, requins, poissons osseux et finalement nous-mêmes, que ce qu'on pensait précédemment. En d'autres termes, les innovations biologiques que les placodermes ont développées, les mâchoires, certains aspects de la reproduction, certaines structures anatomiques, pourraient avoir contribué à l'évolution des groupes qui leur ont succédé. Pas par descendance directe, mais par des mécanismes évolutifs parallèles ou par des ancêtres communs plus récents que prévu. Cette idée est encore loin de faire consensus. La phylogénie des vertébrés basaux est l'un des terrains les plus disputés de la paléontologie actuelle. Mais elle transforme la vision que nous avons de Dunkleosteus, non plus simplement comme un géant disparu sans postérité, mais peut-être comme un cousin très lointain de certaines des adaptations qui définissent les vertébrés à mâchoire moderne. Et il y a une autre découverte récente qui mérite d'être mentionnée. En 2022, des chercheurs travaillant sur des fossiles exceptionnellement préservés de la formation de Gogo en Australie, la même formation qui avait livré Materpiscis, ont publié dans la revue Nature des résultats stupéfiants sur l'anatomie des tissus mous de placodermes. Grâce à des techniques d'imagerie de neutrons et de tomographie aux rayons X synchrotron, ils ont pu visualiser des structures de tissus mous préservés à l'intérieur de certains fossiles. Des muscles, des structures vasculaires et surtout des traces de ce qui pourrait être des structures cardiaques primitives préservées dans les sédiments de façon extraordinaire. Ces résultats, publiés sous la direction de la paléontologue Kate Trinachtic de l'université Curtin en Australie occidentale, suggèrent que les placodermes avaient un cœur avec une structure à 2 chambres bien développée, plus complexe que ce qu'on imaginait pour des vertébrés aussi anciens, et que la disposition de leurs organes internes présentait des similitudes frappantes avec celles des requins modernes. Chaque nouvelle technique d'analyse nous rapproche d'une image plus complète de ces créatures, et chaque fois, cette image est plus sophistiquée, plus complexe, plus étonnante que ce que nous attendions. Ce qui nous amène à une réflexion plus large. Dunkleosteus, et les placodermes en général, nous enseignent quelque chose de fondamental sur la nature de la domination biologique. Dominer n'est pas durer. Les placodermes ont dominé les océans pendant 60 millions d'années. Dunkleosteus était le superprédateur absolu de son monde. Aucune créature vivante n'aurait pu se placer à côté de lui dans son écosystème et prétendre le menacer. Et pourtant, le monde a changé. Pas à cause d'un ennemi, pas à cause d'un concurrent plus efficace, à cause de la chimie de l'atmosphère, à cause des racines d'arbres qui s'enfonçaient dans des roches silicatées, à cause de la désoxygénation lente et inexorable d'océans qui avaient nourri ces créatures pendant des dizaines de millions d'années. Les plus grandes extinctions de l'histoire de la vie ne sont pas causées par les prédateurs. Elles sont causées par les systèmes, par les interactions complexes entre la géologie, les ies atmosphériques, les cycles du carbone et la biologie des organismes vivants. Des interactions si vastes, si lentes, si diffuses, qu'aucune créature, aussi parfaite, aussi puissante soit-elle, ne peut les percevoir, ni s'y adapter assez vite. Dunkleosteus était parfait pour son monde. Mais son monde n'était pas éternel, et cette leçon gravée dans les schistes noirs de l'Ohio depuis 360 millions d'années, est peut-être la chose la plus importante que ce monstre blindé ait à nous enseigner. Pas sur lui, sur nous. Quelque part dans les sous-sols du Cleveland Museum of Natural History, dans des tiroirs de métal gris qui coulissent sans bruit sur leurs rails, il y a des plaques d'os sombres, des fragments d'armure, des morceaux de mâchoire dont les bords tranchants ont perdu leur mordant depuis 360 millions d'années, mais dont la forme, cette forme précise, fonctionnelle, redoutable, est intacte. Ce sont les restes de Dunkleosteus terrelli. Pas une reconstitution, pas une copie. Les os originaux. Les structures réelles qui composaient l'armure du plus grand prédateur de son époque. Ils ont traversé 360 millions d'années dans l'obscurité des schistes noirs de l'Ohio. Ils ont survécu à 5 extinctions de masse. Ils ont attendu patiemment pendant que les continents se fragmentaient, que les océans se refermaient, que les dinosaures apparaissaient et disparaissaient, que les mammifères prenaient leur essor, que les primates descendaient des arbres, que l'une de ces espèces de primates inventait les musées et les tiroirs de métal gris.
Et maintenant ils sont là, accessibles, étudiables, capables encore de nous dire des choses que nous n'avons pas encore pensé à leur demander. C'est l'une des réalités les plus extraordinaires de la paléontologie. Les fossiles ne sont pas des archives fermées. Ils sont des archives que nous ne savons pas encore entièrement. Chaque nouvelle technique d'analyse, tomographie synchrotron, spectrométrie de masse isotopique, imagerie de neutrons, modélisation computationnelle, ouvre des fenêtres sur des informations qui étaient présentes dans ces roches depuis le début, mais que nous n'avions pas les outils pour voir. Les plaques de Dunkleosteus que John Strong Newberry décrivait en 1873 contenaient déjà, gravées dans leur microstructure osseuse, des informations sur la chimie de l'océan Dévonien, sur le taux de croissance de l'animal, sur son régime alimentaire, sur sa physiologie. Newberry ne pouvait pas les voir. Nous commençons seulement à les voir aujourd'hui. Et dans 50 ans, 100 ans, des techniques que nous n'imaginons pas encore liront dans ces mêmes eaux des informations que nous ne savons pas encore chercher. C'est pour cela que les musées sont des institutions d'une importance incalculable. Pas seulement comme lieu d'exposition, comme conservatoire de données futures. Mais revenons à Dunkleosteus lui-même, à ce qu'il nous a laissé, à ce que son existence et sa disparition signifient vraiment. Il n'a pas de descendants directs, nous l'avons établi. Les placodermes sont morts sans postérité apparente dans le monde vivant actuel. Il n'existe pas de Dunkleosteus moderne tapi dans les abysses, attendant d'être découvert. Pas de lignée dérivée évoluant discrètement dans quelques mers oubliées. L'empire des placodermes est terminé, définitivement, absolument. Et pourtant, si vous regardez la gueule d'un grand requin blanc aujourd'hui, cette gueule qui s'ouvre avec une rapidité étonnante, qui aspire sa proie, qui referme ses rangées de dents avec une force considérable, vous observez quelque chose qui rappelle fonctionnellement, si pas phylogénétiquement, ce que Dunkleosteus avait perfectionné de millions d'années avant les premiers requins modernes. L'évolution arrive parfois aux mêmes solutions par des chemins différents. C'est ce qu'on appelle l'évolution convergente. Et la mécanique de prédation de Dunkleosteus, l'aspiration par ouverture rapide de la gueule, la force de morsure concentrée sur des structures tranchantes, la domination d'un écosystème marin comme superprédateur apex, est une solution que l'évolution a redécouverte, sous des formes variées, dans plusieurs lignées indépendantes après la disparition des placodermes. Ce n'est pas un hasard. C'est une démonstration que certaines solutions biologiques sont tellement efficaces que l'évolution y revient inévitablement, quelle que soit la lignée qui les explore. Dunkleosteus n'a pas transmis ses gènes aux créatures qui lui ont succédé. Mais il a, en quelque sorte, validé un modèle. Démontrer qu'un superprédateur blindé, à mâchoire puissante, capable d'aspiration rapide, pouvait dominer un écosystème marin pendant des millions d'années. Et l'évolution, dans sa façon aveugle et tâtonnante d'explorer les possibilités biologiques, est revenue vers ce modèle à plusieurs reprises. Il y a aussi une autre façon dont Dunkleosteus nous a laissé quelque chose. Une façon moins biologique, plus intellectuelle. Il a laissé des questions. Des questions qui sont, à leur façon, des cadeaux. Parce que les questions ouvertes sont le moteur de la science. Elles sont ce qui pousse des chercheurs à aller dans des carrières de l'Ohio par une matinée froide pour examiner des schistes noirs. Ce qui pousse d'autres à passer des nuits entières devant des ordinateurs à modéliser la biomécanique d'une mâchoire qui n'existe plus depuis 360 millions d'années. Ce qui pousse d'autres encore à pointer des faisceaux de neutrons sur des morceaux de roche pour voir ce qui se cache à l'intérieur. Combien pesait-il vraiment? La question reste ouverte. Le débat entre les partisans d'un animal long et fusiforme et ceux d'un animal court et massif n'est pas résolu. De nouveaux fossiles, mieux préservés, montrant des portions du corps postérieur qui nous manquent encore, pourraient un jour trancher ce débat. Ou de nouvelles méthodes d'analyse appliquées aux spécimens existants. Était-il à sang chaud? Les placodermes avaient-ils une régulation thermique interne, comme les thons et certains requins modernes, une endothermie partielle qui leur aurait permis de maintenir une température corporelle supérieure à celle de l'eau environnante, et donc d'avoir un métabolisme plus actif, de réagir plus vite, de chasser plus efficacement dans des eaux fraîches? Nous ne savons pas. Les indices sont insuffisants. Cette question touche à la physiologie profonde d'un animal dont nous ne possédons pas les tissus mous. Comment ces sens fonctionnaient-ils vraiment? Avait-il une ligne latérale développée similaire à celle des poissons modernes? Percevait-il les champs électriques comme les requins actuels le font grâce à leurs ampoules de Lorenzini?
Avait-il une vision en couleur ou simplement une vision en nuances de gris adaptée aux eaux turbides de la mer de l'Eurussie? Autant de questions que les fossiles ne peuvent pas encore nous répondre. Et la plus grande question de toutes, celle qui restera probablement sans réponse définitive pendant encore de nombreuses décennies. Quelle était son intelligence? Les placodermes étaient des vertébrés. Ils avaient un cerveau. Dans quelle mesure ce cerveau leur permettait-il des comportements complexes? Apprentissage, mémoire spatiale, reconnaissance individuelle, comportements sociaux. Les poissons modernes, que nous avons longtemps sous-estimés cognitivement, montrent des capacités d'apprentissage et de comportement social bien plus développées que ce que nous pensions il y a seulement quelques décennies. Mais pour Dunkleosteus, nous ne savons pas. Nous ne pouvons qu'inférer, très prudemment, à partir de la taille et de la forme supposée de sa boîte crânienne. Ces questions ne sont pas des aveux d'ignorance. Ce sont des invitations. Des invitations à continuer de chercher, à continuer de creuser dans les schistes noirs, à continuer de pointer des instruments de plus en plus sophistiqués sur des morceaux de roche qui ont traversé l'éternité pour atterrir dans nos musées. Et il y a quelque chose de profondément humain dans cette démarche. Nous sommes des créatures qui vivent à peine quelques décennies. Nous habitons un monde qui a 4,5 milliards d'années. La quasi-totalité de l'histoire de la vie sur cette planète s'est déroulée sans nous, avant nous, en dehors de nous. Et pourtant nous cherchons à la comprendre. Nous fouillons les roches, nous analysons les isotopes, nous modélisons les mâchoires de créatures disparues depuis des centaines de millions d'années. Pourquoi? Parce que comprendre ce qui a vécu avant nous, c'est comprendre ce que nous sommes. D'où viennent nos corps, nos mâchoires, nos os, nos vertèbres? Sur quel fondement biologique notre propre existence repose? Et dans quelle mesure notre domination actuelle de cette planète ressemble, dangereusement peut-être, à la domination que d'autres créatures ont exercée avant nous, et qu'elles ont perdue non pas face à des ennemis, mais face aux conséquences de leur propre succès sur les systèmes qui les nourrissaient. Dunkleosteus n'a pas été tué par un prédateur plus puissant. Il a été tué par un monde qui avait changé. Un monde dont les océans s'étaient appauvris, dont les récifs avaient disparu, dont la chimie de l'eau n'était plus celle pour laquelle 300 millions d'années d'évolution l'avaient préparé. Il était parfait, et sa perfection n'a pas suffi. Aujourd'hui, les schistes noirs de la formation de Cleveland Shale affleurent encore dans les berges de quelques rivières de l'Ohio. Des collecteurs passionnés les parcourent les week-ends, marteaux et burins à la main, cherchant les plaques sombres qui tranchent sur la roche environnante. Parfois, ils trouvent un fragment, une plaque marginale, un morceau de mâchoire, une section de bouclier thoracique. Parfois, ils trouvent quelque chose d'exceptionnel. Et à chaque trouvaille, l'image de Dunkleosteus terrelli devient un peu plus précise, un peu plus réelle, un peu plus vivante. 360 millions d'années sous la Terre, et ce monstre blindé a encore des choses à nous dire. Il suffit d'écouter les pierres. Alors voici la question que je vous laisse ce soir, à vous qui avez plongé avec moi dans ces eaux dévoniennes, dans cet océan disparu qui recouvrait autrefois les terres de votre continent. Si Dunkleosteus revenait aujourd'hui, si par quelque miracle de la biologie, un individu de cette espèce se matérialisait dans nos océans modernes, serait-il le roi absolu qu'il était dans la mer de l'Eurussie, ou nos océans du XXIe siècle, si profondément transformés, lui serait-il aussi étranger et hostile que les océans post-dévoniens l'ont été pour ses derniers descendants? Je crois que vous connaissez déjà la réponse. Et peut-être que cette réponse dit quelque chose sur la fragilité de tous les empires, biologiques ou autres. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Quelle créature de l'histoire profonde de la Terre voudriez-vous explorer dans notre prochain voyage? Quelle question Dunkleosteus vous laisse-t-il? L'océan dévonien a encore des milliards de secrets enfouis dans ses roches, et nous ne faisons que commencer à les lire ensemble. Quelle question Dunkleosteus vous laisse-t-il? L'océan dévonien a encore des milliards de secrets enfouis dans ses roches, et nous ne faisons que commencer à les lire ensemble.